Merci beaucoup. Donc on a parlé beaucoup d'antibiotiques, d'antibiorésistance, et on va revenir un petit peu sur l'environnement avec les bactériophages et la phagothérapie. Vous connaissez toute cette diapo, vous l'avez déjà vue 1000 fois. Est-elle vraie, est-elle pas vraie? 10 millions de morts en 2050 par les infections multirésistantes. Et dans ce document de l'OMS, il y a les propositions, les alternatives, comme vous voyez ici. Et parmi les alternatives, ce qui est le plus avancé, parce que le plus ancien, ça existait déjà avant les antibiotiques, vous l'avez ici, c'est la phagothérapie, donc l'utilisation de virus, les bactériophages, pour détruire les bactéries. Donc vous avez ici les deux protagonistes, la bactérie, puis au-dessus le bactériophage qui est très content de commencer à détruire la bactérie. Alors où est-ce qu'on les trouve? Vous avez ici la rivière qui traverse Tbilissi, superbe ville géorgienne, capitale de la Géorgie. Donc vous avez une eau qui n'est pas très propre, donc il y a des bactéries, et là où il y a des bactéries, il y a des bactériophages, et c'est là que se procurent les gens de l'Institut de Eliava en Géorgie de bactériophages pour arriver à ces productions de virus dans des flacons pour pouvoir détruire les bactéries. Alors bactériophages, ça vient de bactéries et de phages, donc ce sont des virus vivants qui vont détruire spécifiquement les bactéries, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas toucher aux autres cellules humaines, et on va voir qu'il y a des spécificités extrêmement étroites d'espèces, voire de souches, d'où l'importance d'avoir de la microbiologie. On ne pourra pas utiliser des bactériophages si on n'a pas de la bactériologie. Donc c'est une histoire qui est très ancienne. Juste cette diapositive où vous voyez un petit peu l'histoire, ça a commencé à la fin du 19e siècle avec la mise en évidence d'activités antivibrio-cholérées par un médecin anglais au niveau de l'eau du Gange, et puis la découverte par forte des bactériophages en 1915, et puis surtout 1917, Félix Derrel, donc on a fêté le centenaire l'année dernière, a redécouvert donc ces bactériophages, cette phagothérapie. C'est lui qui a inventé le terme de bactériophage et de phagothérapie. Bactériophage qu'il a utilisé très peu de temps après en thérapeutique humaine, dès les années 1920, pour traiter des jeunes enfants à l'hôpital des enfants malades à Paris qui étaient infectés par des Shigella, des dysenteries bacillaires avec une efficacité tout à fait importante. Donc on a eu la période faste des bactériophages jusqu'à l'arrivée de ce terrible médicament qui s'appelle la pénicilline et de tous ses successeurs, les antibiotiques qui étaient beaucoup plus faciles à utiliser et qui ont petit à petit fait disparaître cette thérapeutique des pays de l'Ouest, mais c'est resté dans tous les pays de l'Est et c'est toujours utilisé dans les pays de l'Est, comme on va le revoir, pour traiter un certain nombre d'infections. Et on arrive dans les années 2000-2010. Alors c'est pas encore réhabilité dans le monde, on espère que ça le sera bientôt, mais par contre, il y a des gens qui ont commencé à les utiliser. Vous avez ici Superphage, donc on va le revoir à la fin du diaporama. Ce sont des bactériophages utilisés dans l'agroalimentaire vis-à-vis de l'hystéria notamment, mais également des salmonelles pour détruire dans les aliments qui peuvent contenir des listeria, donc en particulier la charcuterie et les fromages. Donc on ne le sait pas parce que ce sont pas des additifs, c'est dans le process. Donc très certainement on mange des phages anti-listeria. Alors les bactériophages, voilà une photo des bactériophages classiques, le bactériophage T4, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a une capside ici avec le matériel génétique, la gaine contractile et puis la plaque basale et les fiches caudales. C'est là, avec ça, que le bactériophage va se fixer sur la bactérie pour pouvoir injecter son matériel génétique. Donc vous avez ici la bactérie et puis ici le bactériophage. Donc le bactériophage, on le connaît physiquement que depuis l'apparition du microscope électronique, parce que contrairement à la bactérie, il faut un microscope électronique pour voir les bactériophages. Alors ce qui est important à savoir, c'est qu'on a parlé au cours des journées
des bactéries dans le tube digestif, qui contient des milliards de bactéries. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 à 100 fois plus de bactériophages que de bactéries dans le monde vivant. Donc là où il y a des bactéries, il y a des bactériophages, il y en a 10 à 100 fois plus. Donc on est bourré de bactériophages dans tous nos microbiotes intestinales, il y a des bactéries, donc il y a des bactériophages. Il faut savoir également que chaque jour, il y a à peu près 20% de ces bactéries qui sont détruites par les bactériophages et qui sont renouvelées. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement vivant. Oh, elle a disparu la diapositive. Qui est extrêmement vivant, et on parlait de la vie, je crois que c'est le professeur Etamouda, du compagnonnage entre les bactéries et l'homme, et il y a le virus, les bactériophages et les bactéries, ils vivent en symbiose depuis des milliards d'années, en s'échangeant du matériel et en vivant en bonne entente. Alors comment est-ce que vont agir ces bactériophages? Alors l'élément majeur, c'est la destruction de la bactérie. Je vous ai parlé tout à l'heure des lysines, qui sont des enzymes qui vont détruire la bactérie. Donc le bactériophage, il va se fixer sur la membrane, sur la paroi de la bactérie, il va injecter son matériel génétique, et à partir d'un bactériophage qui va injecter son matériel, il va y avoir un détournement, comme pour toutes les infections virales, de la machinerie cellulaire de la bactérie, qui va permettre de fabriquer un certain nombre de bactériophages, entre 10 et 100, et puis avec les lysines, il va y avoir destruction de la paroi bactérienne, et les bactériophages vont être libérés dans le foyer infectieux, là où il y a la bactérie. Donc on part d'une bactérie, on arrive à 100, et puis ces 100 bactériophages vont infecter 100 bactéries, on va avoir une augmentation exponentielle du nombre de bactériophages, ce qui fait dire que ce sont des antibactériens intelligents, contrairement aux antibiotiques qu'on est obligé de remettre en permanence. Autre point qui est important, ça agit extrêmement rapidement. En quelques heures, vous avez détruit des milliards de bactéries, donc c'est un phénomène qui est extrêmement, extrêmement rapide. Alors comment est-ce qu'on peut le voir? Vous avez ici une boîte de pétri, tous les trous blancs, c'est ce qu'on appelle, tous les trous transparents, c'est ce qu'on appelle des plages de lyse, et à chaque fois qu'il y a une plage de lyse, on a un bactériophage, donc on peut, en faisant des dilutions, comptabiliser et voir la quantité de bactériophages qu'on a au niveau de la solution. Ah voilà, c'est cette diapositive. Donc là, c'est une diapositive de nos collègues indiens qui travaillent sur le choléra depuis très très longtemps et qui surveillent l'eau du Gange avec les isolats bactériens d'une part et d'autre part les bactériophages correspondant à ces isolats bactériens. Et on voit très bien sur cette diapositive l'évolution de cette cohabitation entre les bactériophages et les bactéries. Les traits comme ça, tous les pics, ce sont les pics de bactéries, et les bâtonnets, ce sont les pics de bactériophages. Et donc on voit, vous avez un pic de bactéries, les bactériophages arrivent, il n'y a plus de bactéries. De nouveau, les bactéries réapparaissent, le bactériophage est obligé de changer un petit peu pour être actif sur cette nouvelle souche bactérienne qui a changé un petit peu, et puis de nouveau des bactériophages, et comme ça dans le temps, il y a des évolutions de ces épidémies de choléra un petit peu partout. Là, c'est l'exemple de l'Inde. Alors, ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est le cycle lytique du bactériophage, mais le bactériophage, il est connu depuis très très longtemps, en fait, par les microbiologistes et par les chercheurs. Il est utilisé en tant qu'agent de recherche, en profitant de sa capacité de lysogénie, c'est-à-dire de transport de matériel génétique, de gènes de résistance ou de virulence, et pour passer d'une bactérie à l'autre, ce sont des bactériophages, mais qui ne sont pas les mêmes, qui peuvent transmettre ces gènes de virulence ou de résistance. Donc une façon de savoir si le bactériophage est vraiment lytique et s'il n'y a pas de risque d'incorporation de matériel génétique, de transfert de gènes de résistance ou de virulence, il suffit de séquencer le matériel génétique du bactériophage, et on ne retrouve pas des séquences d'insertion chez ces bactériophages alors qu'elles sont présentes dans les bactériophages qui possèdent une lysogénie. Alors, il y a un certain nombre de propriétés qui sont importantes de ces bactériophages et dont il faut tenir compte, parce qu'on va voir que ça va être des éléments supplémentaires pour traiter les infections bactériennes. Vous savez tous que les infections chroniques, on en a déjà parlé, en particulier sur matériel, s'accompagnent très très vite de la formation de biofilms que vous avez ici. Les bactéries sont enfermées dans le biofilm et donc elles sont protégées, elles ont des phénomènes un petit peu de latence et
ralentissement un petit peu de leur développement, et les antibiotiques ne peuvent pas pénétrer, donc on a des échecs de l'antibiothérapie. Alors qu'est-ce que va nous apporter le bactériophage? Eh bien, il va nous apporter non seulement ces enzymes pour tuer les bactéries, mais avant de pouvoir tuer les bactéries, il faut pouvoir y accéder. Eh bien, il possède également d'autres enzymes, une dépolymérase qui va détruire le biofilm, qui va permettre de libérer les bactéries qui vont pouvoir être tuées et par les bactériophages et par les antibiotiques, si on met des antibiotiques en même temps. Donc non seulement il va avoir une action pour détruire les biofilms, mais également pour empêcher leur formation. Donc c'est extrêmement important dans toutes nos infections chroniques et surmatérielles qui sont de plus en plus fréquentes. Autre point qui est important, c'est ces biofilms, on sait qu'ils ont des effets négatifs au niveau de l'ostéoblastose. Ils augmentent l'apoptose des ostéoblastes et la disparition de ces biofilms va permettre une réparation osseuse beaucoup plus rapide. Et on l'a vu, nous, chez un certain nombre de patients qui avaient des infections ostéo-articulaires, on a eu des réparations osseuses qui ont impressionné les chirurgiens orthopédiques qui n'avaient pas l'habitude de voir des réparations aussi rapides. Donc c'est un deuxième élément qui est important dans les propriétés des bactériophages. Troisième élément qui est important, l'association bactériophage et antibiotiques. Il faut savoir que les bactériophages, on les vend beaucoup aujourd'hui pour essayer de les faire revenir sur le marché en tant qu'alternative à l'antibiorésistance. Quand on n'a pas de possibilité d'avoir des antibiotiques, eh bien, on a les bactériophages dont l'action est totalement indépendante de la résistance aux antibiotiques. Donc on peut avoir des bactéries tautorésistantes et avoir un bactériophage qui va vous détruire votre bactérie en un quart d'heure. Donc ce qu'on sait, c'est que l'association des bactériophages avec les bactéries, ça a été montré récemment par des collègues du sud de la France, permettent d'augmenter la capacité de destruction de ces bactériophages. Vous avez ici les phages sur un colibacille, des phages sans antibiotiques, et ici on y rajoute du céfotaxime, on voit des plages de lys énormes. Alors ils pensaient avoir découvert quelque chose, et en fait il faut toujours faire un petit peu d'histoire de la médecine, et vous avez à droite une publication du Lancet qui date d'il y a 70 ans à peu près, donc à l'apparition de la pénicilline, et nos collègues à l'époque avaient très bien montré que l'association de bactériophages avec de la pénicilline à des doses subinhibitrices, donc des doses très très faibles d'antibiotiques, permettait d'avoir une action synergique pour détruire le staphylocoque doré. Donc vous avez ici un autre exemple avec le Pseudomonas, association phage plus ciprofloxacine. Donc vous avez en haut la ciprofloxacine, ici le phage, et en dessous phage plus ciprofloxacine. Donc vous voyez les phages, une action extrêmement rapide et une synergie quand on utilise l'antibiotique avec le phage. Et là pareil, si on remplace le ciprofloxacine par le méropenem, on voit une action prolongée extrêmement importante. Donc quand on peut, c'est utile, c'est important d'utiliser un antibiotique actif sur la bactérie en plus d'un bactériophage. Autre point qui est important, un peu comme en bactério, pour éviter l'apparition de résistance, on a fait des associations d'antibiotiques. On a beaucoup d'études qui montrent aussi que pour éviter d'avoir l'apparition de bactériophages résistants quand on utilise des bactériophages, il est préférable d'utiliser une association de plusieurs bactériophages différents actifs sur la bactérie que l'on va vouloir cibler et traiter. Donc cette étude montre que l'utilisation d'un cocktail vis-à-vis d'une souche bactérienne, quand on peut, est préférable à l'utilisation d'un seul bactériophage. Autre point qui est important, qu'on est en train de redécouvrir, mais qui a déjà été décrit depuis très très longtemps, c'est que pour que le bactériophage ait une activité optimale, il est préférable de l'entraîner, de le faire se multiplier avec la bactérie pendant 1, 2 ou 3 fois, avant de l'utiliser. Ça lui permet de se préparer, d'avoir une activité supérieure et d'élargir son spectre et sa rapidité de traitement vis-à-vis de la bactérie concernée. Alors c'est un petit peu difficile à réaliser, mais c'est un élément qui est intéressant aussi dont il faut tenir compte. Autre point qui est important, je vous ai dit, ça détruit très très vite les bactéries. Quand on a des bacilles à grammes négatifs avec des parois pleines de lipopolysaccharides, une des craintes, c'est de se dire, oh là là, ça va relarguer plein de lipopolysaccharides et on va avoir des réactions toxiniques. Eh bien, en fait, quand on regarde sur des modèles animaux, nos collègues de l'Institut Pasteur ont fait des études sur la production de lipopolysaccharides
après utilisation d'antibiotiques ou de bactériophages, eh bien on voit que les bactériophages entraînent moins de libération de lipopolysaccharides que les bactériophages. Donc, donc vous avez ici les antibiotiques et puis ici les bactériophages. Donc vous voyez, il y a peu de production de lipopolysaccharides par rapport aux antibiotiques. Donc c'est un élément qui est important, donc une crainte qui est levée par cette étude. Enfin, point qui est important, qui n'est pas bien connu, il y a des études qui sont en cours, c'est le rôle sur l'immunomodulation, en particulier au niveau du tube digestif. Le tube digestif est étudié depuis très très longtemps et de plus en plus en termes de microbiote intestinal. Qu'est-ce qui est étudié? C'est les bactéries, on connaît relativement bien, mais on a complètement chanté, parce que c'était plus compliqué, les bactériophages qui sont associés aux bactéries, 10-100 fois plus comme je vous l'ai dit, et donc on ne sait pas finalement qu'est-ce qui est important au niveau du microbiote intestinal, si c'est les bactéries, si c'est les bactériophages ou si c'est l'association des deux, notamment quand on envisage des transplantations fécales par exemple. Alors il existe beaucoup de modèles animaux donc, qui devraient permettre de faire venir plus rapidement ces produits sur le marché, mais malgré l'importance de toutes ces publications de modèles animaux, on a un petit peu du mal à avancer. Donc vous avez ici un modèle de souris de pneumonie de la souris à Pseudomonas aeruginosa, et donc avec des bactéries qui sont marquées avec un produit fluorescent. Donc quand il y a un produit fluorescent comme ça, que c'est violet, ça veut dire qu'il y a de la bactérie, et quand il n'y a rien, ça veut dire que les bactéries ont été tuées, qu'elles sont absentes. Et donc vous voyez ici, en rouge, pas de phages et des bactéries, les souris meurent très vite. Quand il y a une quantité insuffisante de bactériophages, il y a une petite amélioration, et quand vous avez une quantité suffisante de bactériophages que vous donnez, toutes les souris sont survivantes avec un poumon qui est indemne de bactéries. Les bactériophages étant donnés en aérosol dans ce modèle de pneumonie, donc une efficacité tout à fait remarquable. Autre modèle expérimental avec la pneumonie bactériémante à staphylocoque doré, et là on voit voilà, le contrôle, la clindamycine et les bactériophages. Donc on voit l'activité extrêmement puissante du bactériophage sur le traitement de l'infection. Autre modèle, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, le modèle d'ostéomyélite, et on voit là c'est pareil, l'utilisation de bactériophages seuls dans des modèles d'ostéomyélite, donnés à des dates différentes. Dans un des groupes, c'était 3 semaines après, l'autre 6 semaines, je crois, après l'installation de l'infection. Et dans les deux cas, on a une évolution spectaculaire avec les bactériophages. Autre intérêt, le modèle d'infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa dans le cadre de la mucoviscidose. C'est un problème extrêmement important, la mucoviscidose et Pseudomonas. Et vous voyez ici une efficacité identique des bactériophages et des carbapénèmes sur l'infection à Pseudomonas. Autre modèle, le modèle de souris avec pied diabétique, staphylocoque métier-résistant. Et donc ça vous montre là aussi l'intérêt de l'association. Association, vous avez ici les témoins. En rouge, c'est les bactériophages. En vert, c'est les linézolides. Et en violet, c'est l'association des deux. Donc on voit qu'on a une synergie. Et au bout du 7e jour, il n'y a plus de bactéries. Donc un effet remarquable de cette association. Donc beaucoup de modèles animaux efficaces. Dernier modèle animaux qui est une publication très récente d'un modèle d'endocardite à Pseudomonas. On sait que c'est extrêmement difficile à traiter et que les antibiotiques seuls ne permettent pas de guérir. Nos collègues suisses ont fait l'étude in vitro sur des fibrines, des caillots de fibrines, où ils montrent une destruction en quelques heures de 7 logs, donc quelque chose d'extrêmement efficace. Et in vivo sur le modèle, ils ont montré qu'il y avait une guérison de plus de 60% des souris, avec une diminution extrêmement importante des bactéries au niveau des valves cardiaques. Donc quelque chose qui est remarquable là aussi en termes d'efficacité.
Alors qu'est-ce qu'il en est chez l'homme? Alors il y a beaucoup de publications, mais qui sont très anciennes, des publications russes, géorgiennes, roumaines, qui sont certaines en russe, d'autres en français, qui ne sont pas lues ou peu lues, en tout cas pas par nos collègues anglo-saxons. Donc pour eux, la phagothérapie, ça existe depuis pas très longtemps, et c'est que ce qui est publié en langue anglaise. Aujourd'hui, les bactériophages qui ont été abandonnés dans les pays de l'Ouest ne peuvent plus être utilisés en tant que tels. Ils sont obligés, ils sont considérés par les agences du médicament comme des médicaments, et donc ils sont obligés de suivre tout le trajet des médicaments, comme je vous ai montré pour les antibiotiques, alors que ce n'est absolument pas adapté à ce type de produits qui sont des biomédicaments, qui sont des êtres vivants. Donc normalement on doit avoir la même chose au départ et à la fin. On sait très bien qu'il peut y avoir des modifications d'un ou deux acides aminés sans que ça change quoi que ce soit pour l'efficacité thérapeutique. Donc ce qui existe actuellement sur le marché, ce sont essentiellement les produits provenant de l'Est, de Géorgie, de Roumanie, de Russie, de Pologne, et on est en face d'un certain nombre de cas cliniques qui sont publiés dans la littérature. Alors la différence entre les phages et les antibiotiques, point important, on va le revoir, le bactériophage se multiplie là où il y a le foyer infectieux. S'il n'y a pas l'infection, s'il n'y a pas la bactérie, il va être éliminé, il ne va pas se multiplier. Il est très spécifique, il s'attaque à une bactérie. À chaque bactérie, il y a au moins un bactériophage, et il est spécifique d'espèces, et le plus souvent de souches, en particulier pour les bacilles à gram négatifs. Pour le staphylocoque, il y a beaucoup moins de bactériophages, et avec 3 ou 4 bactériophages, on est actif sur quasiment 100% des staphylocoques, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Le problème, c'est qu'il faut avoir la bactérie et que c'est assez difficile de traiter les gens en urgence, mais pour tout ce qui est infection subaiguë et chronique, c'est extrêmement utile. La résistance, il peut y avoir des résistances, mais pour chaque bactérie, on doit théoriquement trouver un bactériophage, alors qu'on sait qu'au niveau des antibiotiques, c'est beaucoup plus compliqué. On peut trouver, quand on a une banque de bactériophages, relativement facilement des bactériophages qui sont actifs. Ça coûte pas cher en théorie. Et le seul problème aujourd'hui, c'est un problème de réglementation qui n'existe pas et qui ne permet pas d'utiliser les bactériophages existants. Alors comment est-ce qu'on peut les donner, ces bactériophages? On peut les donner par toutes les voies. Le mieux, c'est de les donner par voie topique quand on peut, que ce soit par voie respiratoire, que ce soit lors d'une infection ostéo-articulaire au cours du geste chirurgical, parce qu'on sait ce qu'on va mettre, la quantité de bactériophages qu'on va mettre. Quand on les utilise par d'autres voies, la voie parentérale, il y a un problème de volume de distribution, et donc on risque d'en perdre un petit peu. Et par la voie orale, on risque d'en perdre encore un petit peu plus, en sachant qu'il y a une destruction au niveau gastrique liée à l'acidité. Donc avant de donner les bactériophages, il faut alcaliniser l'estomac en donnant de l'eau bicarbonatée pour avoir le maximum de chances d'avoir une diffusion de ces bactériophages. En fait, c'est connu depuis très longtemps. Vous avez une étude qui a été faite en 1943 sur la souris qui était infectée au niveau du système nerveux central en intracérébral par Shigella. Quand il n'y a pas d'infection, les bactériophages qui sont donnés par voie parentérale, ils disparaissent du sang circulant très vite. Au niveau du système nerveux, ça disparaît très vite aussi. Et par contre, quand il y a une infection, eh bien, on voit dans le sang, il y a un pic parce qu'il y a une bactériémie qui est associée, donc il se multiplie. Puis surtout, c'est dans le système nerveux central qu'on le retrouve et qu'on retrouve en quantité extrêmement importante. Donc, quelle que soit la voie, le bactériophage, il va se débrouiller, il va aller là où il y a l'infection, il va se multiplier là où il y a l'infection. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, là aussi, sur le plan de l'utilisation. Alors comment est-ce qu'on peut les utiliser? Il y a plusieurs façons de les utiliser. L'industrie pharmaceutique, c'est le modèle dont je vous ai parlé, c'est le prêt-à-porter. Ils ont tout intérêt à faire des choses tout près et qui peuvent être données au maximum de gens pour pouvoir avoir un retour sur investissement. L'idéal, c'est le sur-mesure, c'est d'avoir la bactérie ou les bactéries dans une infection. On a parlé du problème des acinetobactères. Il y a eu un patient qui était hospitalisé dans un hôpital parisien avec une médiastinite acinetobactère et nos collègues ont réussi à trouver un bactériophage. Bon, je ne sais pas très bien où ça en est, mais un bactériophage actif sur leur acinetobactère. C'est une des utilisations et c'est un élément qui est important et qui est intéressant. Les Géorgiens, eux, ils utilisent ce sur-mesure, mais en plus, ils ont des cocktails tout prêts, mais qui réactualisent en fonction des résistances qui apparaissent, donc ils remodifient leur bactériophage dans leur cocktail, donc c'est en permanence réactualisé. Donc quand on va les utiliser, ces bactériophages, donc
dans les impasses thérapeutiques qui sont fréquentes, hein, on en voit tous, que ce soit dans les infections articulaires, dans les mucoviscidoses. On va profiter de l'action lytique extrêmement rapide, qui peut être curative ou préventive sur les biofilms, la suppression de l'effet délétère des biofilms et puis de l'effet synergique avec les antibiotiques. Alors, quelles sont les productions de bactériophages aujourd'hui? C'est essentiellement des bactériophages des pays de l'Est. Là, vous avez l'institut historique en Géorgie, Eliava, donc qui produit, vous voyez, c'est très artisanal. En Géorgie, vous avez une petite industrie qui, avec les mêmes bactériophages, fait quelque chose d'un peu plus moderne, comme vous voyez, avec des préparations. Là, c'est une préparation de pyobactériophages. Pyobactériophages, c'est un mélange de bactériophages anti-gramme moins, anti-gramme plus, il y a de l'antistaphylococcique, il y a de l'anticoli, etc. C'est un mélange de plein de bactériophages qui sont actifs sur pas mal de bactéries. Puis vous avez des préparations plus spécifiques ici, PhageStaph, qui est uniquement contre le staphylocoque. Un grand laboratoire russe, pareil, avec plein de préparations différentes. Vous avez ici un autre exemple qui est un testifage, comme son nom l'indique, c'est pour les infections du tube digestif, où il y a des bactériophages actifs sur les agents infectieux du tube digestif, en particulier de l'antisalmonelle, de l'anti-shigelle, de l'anticoli, tout ça regroupé dans le même flacon. Ça, c'est les préparations ukrainiennes. Et puis, vous avez également un laboratoire et un institut en Pologne qui fabrique des bactériophages aussi, mais que l'on ne peut pas exporter, qui reste uniquement en Pologne. Alors, quels sont les cas qui sont traités? Nous, on a rapporté un certain nombre de cas d'infections articulaires qu'on a traités ou qui ont été traités en Géorgie, mais qu'on a pris en charge, et des publications qu'on a déjà présentées à plusieurs reprises. Ici, c'est un patient qui devait être amputé, qui avait une infection chronique à staphylocoque à la suite d'une chute, et qu'on a traité avec des bactériophages, c'est du staphylocoque, avec des bactériophages et des antibiotiques, en sachant qu'il a été opéré et qu'il y a du matériel qui a été mis en place pour la solidité du pied, et donc il a guéri. On est maintenant à 10 ans à peu près de son traitement par phagothérapie. Bien sûr, il n'a plus d'antibiotiques, plus rien du tout depuis 10 ans, et il a retrouvé complètement son autonomie avec du matériel présent. C'est ça qui est important, le matériel est resté à l'intérieur. Ça, c'est une autre personne qui devait aussi être amputée, qui avait des douleurs extrêmement importantes, qui a été traitée avec un nettoyage chirurgical, antibiotiques et bactériophages. On est avec un recul un petit peu moins important, on est à 8 ans de recul, sans aucune rechute, sans aucun problème. Autre patient qui a été traité ici, c'est une vieille dame qui avait une prothèse de hanche, qui a fracturé son fémur sous la prothèse, matériel, infection à staph métière, complications, hématomes, insuffisance rénale sous Vanco, et donc on l'a traité avec un peu de cotrimoxazole et du bactériophage en local pendant 8 jours. Un mois après, elle trottait, et 1 an après, aucune rechute, aucun problème infectieux, avec tout ce matériel toujours en place. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant de pouvoir maintenir en place le matériel. On sait que c'est souvent un vrai problème. Alors où est-ce qu'on peut continuer à être traité aujourd'hui? Parce que ces interventions, on n'a théoriquement pas le droit de le faire, donc on est devant du tourisme médical. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là où on peut être traité, donc en Géorgie, à Tbilissi. Donc il y a 2 centres. Le centre Eliava dont je vous ai parlé, donc les gens se font traiter dans ce centre, qui n'est pas un hôpital, mais qui est une structure externe. Et puis il y a une autre structure qu'on appelle Phage Therapy Center aussi, où les gens se font traiter. Il y a des contacts avec les hôpitaux universitaires ou des cliniques privées, où les gens, en plus, s'il y a besoin, se font opérer en même temps qu'ils ont une phagothérapie associée. Dernier endroit où les gens peuvent se faire traiter, c'est donc la Pologne. Hein. Donc normalement, c'est l'Union européenne. Normalement, ils ne devraient pas avoir le droit, mais ils profitent d'une législation un petit peu particulière pour traiter les gens qui sont en impasse thérapeutique, avec un nombre de bactériophages limité, et là aussi avec des succès qui sont intéressants.
Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Donc, un certain nombre d'observations cliniques. Là, c'est une toute petite étude préliminaire sur des otites chroniques à Pseudomonas avec une efficacité très importante des guérisons avec des bactériophages spécifiques. Là, quelques cas de pieds diabétiques qui ont guéri avec des bactériophages antistaphylococciques, des pathologies qui traînaient depuis longtemps, avec une guérison totale en quelques semaines. Vraiment, c'est extraordinaire. Un patient qui avait une atteinte oculaire à un staphylocoque qui est parti se faire traiter, qui est revenu, et c'est les collègues français qui l'avaient suivi à Paris qui ont fait cette publication récemment. On n'était pas au courant de ce déplacement de ce patient. Et voilà quelques autres patients qui sont traités. Un patient qu'on avait envoyé en Belgique qui s'est fait traiter par l'hôpital militaire avec lequel on travaille également en Belgique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a très peu de laboratoires. Il y a quelques startups qui commencent à travailler sur les bactériophages et on a en prévision depuis déjà 2 ans un projet de recherche clinique avec des produits validés par l'Agence du médicament, donc des produits fabriqués en France, sauf que pour l'instant il y a eu du retard, ils ne sont toujours pas fabriqués et ce projet aurait dû déjà commencer depuis 2 ans. On espère qu'il va commencer dans quelques mois, mais on a pris beaucoup de retard. Donc ceci ne peut se faire qu'avec une coopération de cliniciens, de microbiologistes, de chercheurs, de juristes, et une coopération européenne avec des centres de référence pour éviter d'avoir le même problème qu'avec les antibiotiques. Il faut utiliser un petit peu les leçons de l'antibiorésistance pour ne pas faire la même chose. On a besoin, comme je vous l'ai dit, de bactériophages particuliers spécifiques pour traiter les gens en fonction de la bactérie qui est en cause. Et donc, il faut que l'on puisse avoir une collection de bactériophages qu'on n'a plus, sauf en Géorgie. Et donc, il faut qu'on crée ce qu'on appelle une banque de bactériophages, où on puisse avoir le maximum de bactériophages vis-à-vis d'un grand panel de bactéries pour pouvoir les tester très très vite et avoir tout de suite un produit disponible. Donc ça, c'est vraiment une urgence et c'est un travail qui repose sur des décisions politiques internationales, l'OMS, et puis des différents gouvernements. La surveillance écologique est fondamentale. Je vous ai parlé de produits déjà utilisés, 2 diapositives. Un laboratoire hollandais qui fabrique des bactériophages vis-à-vis de l'hystéria et vis-à-vis des salmonelles qui sont dans les aliments. On ne le sait pas parce que ce n'est pas rajouté sur l'étiquetage, c'est dans le process de fabrication. C'est pas autorisé dans l'Union européenne, mais c'est autorisé en Suisse, en Australie, dans l'ensemble du continent américain. Alors quel est l'avenir? Vous vous souvenez de ce problème d'Escherichia coli responsable d'infections graves en Allemagne? Quelques semaines après le début, nos collègues belges ont mis en évidence un bactériophage qui aurait pu être utilisé sur cette bactérie qui était multirésistante et c'est resté dans un placard, personne ne l'a utilisé. Autre exemple, on parle beaucoup des Oxa48, on a une épidémie dans le service d'Oxa48, de Klebsiella Oxa48, on a réussi à avoir des bactériophages en Géorgie. Ce bactériophage était actif sur notre souche, mais également sur d'autres clones présents sur le territoire français. On l'a proposé à nos autorités de santé, là encore c'est resté lettre morte et c'est vraiment une catastrophe sanitaire, cette inertie totale vis-à-vis de la thérapeutique par les bactériophages. Autre problème important, le BK multirésistant, on en a parlé, des bacilles tuberculeux XDR, première fois qu'on parlait de XDR. Eh ben, le BK, le bacille tuberculeux, c'est une bactérie. Il existe des bactériophages, des mycobactériophages, qui ont souvent un spectre assez large, qui sont actifs sur le BK, mais aussi sur d'autres mycobactéries. Le seul problème, c'est que ce sont des bactéries à développement intracellulaire. Donc, si on donne des bactériophages, par exemple en aérosol, on peut diminuer la transmission en tuant les bactéries extracellulaires. Mais pour tuer les bactéries intracellulaires, il faut utiliser des phénomènes de vectorisation et il y a des gens qui travaillent sur la vectorisation pour pouvoir transporter en intracellulaire ces bactériophages. Et enfin, ce qui est un petit peu inquiétant, intéressant et inquiétant, c'est la création de bactériophages à partir de la connaissance du génome en assemblant
les acides aminés pour faire in fine un super bactériophage qui aurait un spectre relativement large et qui aurait également une activité optimale sur les biofilms. Il y a un certain nombre de gens qui travaillent, notamment aux États-Unis. On est tout à fait dans le contexte des OGM, avec tous les risques que ça peut entraîner. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir convaincu de l'efficacité et de l'intérêt de ces produits. Et on attend tous leur venue. Je vous rappelle simplement que si vous voulez une boîte de bactériophage d'une dizaine de flacons de 20 millilitres dans les pharmacies russes, ça doit vous coûter quelques dizaines d'euros. Voilà. Pour guérir des gens qui ont des infections, qui se font hospitaliser, opérer, qui ont des antibiotiques par voie parentérale depuis des mois et des mois. Merci.